Si vous refusez, ça va vous ça va vous kicker out là, de la rencontre. Donc, vous devez l'accepter et Christine là, va l'arrêter là, à la fin de la présentation. Donc, ceci fait. Donc, c'est ça. Donc, le projet, là, c'est vraiment d'avoir un moment où on parle de différents enjeux, des trucs sur la convention élective, sur le droit du travail. On prévoit essayer de maintenir un rythme d'environ une rencontre par mois. Peut-être que pendant la période estivale, ça ne sera pas ce cas-là, mais c'est ce qu'on vise. Donc, les sujets là, vont changer de fois en fois. Et toujours, si possible, là, si vous avez des enjeux vraiment spécifiques à un service, qu'on fasse une rencontre là, spécifique pour un service sur un enjeu X. Donc, c'est possible là, aussi de nous écrire pour qu'on fasse ça, puis ça se ferait là, évidemment en collaboration avec les personnes représentantes là, du secteur d'où vous êtes. Donc, c'est ça. Donc, le but, c'est ça, c'est un peu d'expliquer certaines notions de droit aussi à travers ça. Un des points là, par lesquels on voulait commencer, c'est la distinction entre la Convention nationale et la Convention locale. Donc, la loi prévoit qu'il y a certains trucs qui sont négociés à l'échelle nationale et d'autres trucs qui sont négociés vraiment à l'échelle locale, donc au CIUS. Pour vous y retrouver, je vous dirais, là, règle générale, là, le national, c'est combien vous avez droit et le local, c'est le comment on l'applique. Je vous donne l'exemple des vacances. Combien qu'on a de journées de vacances payées par année, convention nationale, comment on octroie les vacances, convention locale. Fait que dans la convention locale, on est beaucoup dans l'application, le comment, mais tout ce qui touche, aussitôt que ça concerne de l'argent, pensez national. Donc, ça peut vous aider là, si jamais vous cherchez des trucs puis vous ne savez pas si vous devriez chercher dans la locale ou dans la nationale, mais partez avec ça. Puis, ça peut être un bon indice. Et si jamais, évidemment, là, vous ne trouvez pas réponse à votre question, on est toujours là pour vous soutenir si vous ne trouvez pas la réponse. Ouais, on voulait aussi une autre notion de droit là, qui est vraiment importante. C'est la hiérarchisation des droits ou des sources de droit. Là. Donc, on vit dans une société de droit. Donc, quand on parle de hiérarchie, ça veut dire que ce qui est en haut est supérieur à ce qui est en dessous, ou ce qui est en dessous ne peut pas contrevenir à ce qui est en haut. Donc, on vous les a mis en ordre. C'est donc, en premier lieu, c'est la Constitution canadienne. En bas, il y a la charte, donc la charte ne peut pas contrevenir à la Constitution. En bas de la charte, il y a les lois, les règlements, etc. Les lois ne peuvent pas contrevenir à la charte. Et finalement, dans notre cas, nous, on est syndiqué, c'est finalement la convention collective, mais même chose, la convention collective ne peut pas contrevenir. On ne pourrait pas inclure quelque chose dans la convention collective qui est contraire à la loi. Et en fait, ça nous amène au premier sujet qu'on aborde et vous allez voir que c'est vraiment un exemple là, qui est intimement lié à cette hiérarchisation-là. Donc, excusez, j'avais de la difficulté à changer la diapositive. Donc, on a pensé, là, justement, là, vu qu'on est, on est le 9, le 10, en tout cas, je me souviens plus, j'ai perdu un peu le fil du temps. Donc, la fête nationale s'en vient rapidement. Un truc que j'ai oublié de dire, c'est ça, dans les diapositives, on vous a mis les textes là, intégrales là, de soit des lois ou des articles de la Convention élective. C'est pour que vous puissiez vous référer, puis ce PowerPoint-là vous sera accessible, mais euh, moi, dans la présentation, là, je ne vais pas lire le texte comme ça, je vais essayer de le vulgariser pour que ça soit plus compréhensible et que ça soit moins dans un jargon syndical, disons, là, pour que ça soit peut-être un peu plus accessible. Okay? Donc, je ne vais pas le lire comme ça, mais vous l'aurez là, en cas de référence. Donc, comme je disais, c'est un bon exemple, là, la loi de la fête nationale, c'est une loi, donc elle passe avant la convention collective. Donc, la loi sur la fête nationale, elle a des particularités. C'est pour ça que ce congé férié-là, c'est le seul qui a certaines distinctions. Donc, ce que la loi prévoit en premier lieu, c'est que la personne
pour la Saint-Jean-Baptiste, elle reçoit 1/20 du salaire qu'elle a gagné au cours des 4 dernières semaines. C'est simple, pour une personne temps complet, ce n'est pas compliqué. 1/20 des dernières 4 semaines, c'est une journée de salaire. Donc, c'est une journée. C'est relativement simple. Pour les temps partiels, c'est une petite affaire plus compliquée. C'est un calcul. Donc, oui, c'est 1/20 de ce que la personne a travaillé dans les 4 dernières semaines, mais on doit prendre en considération que les personnes à temps partiel reçoivent des bénéfices marginaux. Donc, à chaque paye, les gens reçoivent des bénéfices marginaux pour les maladies et pour les fériés. Donc, on doit, de ce 1/20-là, on doit déduire ce que la personne a reçu en bénéfices marginaux dans la dernière année. Donc, c'est 1/13 de ce qui a été reçu en bénéfices marginaux, parce que 1/13 parce qu'il y a 13 congés fériés dans l'année et que la fête nationale, c'en est un de ces 13-là. C'est un petit peu technique. Puis ce montant-là, pour les temps partiels, ce calcul-là, normalement, il est versé au cours de l'été. Il n'est pas nécessairement versé là, à la paye qui inclut le 24 juin parce qu'il y a quand même des calculs à faire. Donc, normalement, c'est fait au cours de l'été. La particularité de la fête nationale, contrairement aux autres congés, les autres congés, on a le droit de les banquer normalement. Si on travaille cette journée-là, on peut le banquer. Ce n'est pas le cas de la fête nationale. La fête nationale, la loi prévoit que le congé doit être le jour même ou le jour ouvrable précédent ou le jour ouvrable suivant. Donc, c'est une obligation. On ne peut pas le banquer et prendre notre férié au mois de juillet ou le prendre à l'avance. La loi l'interdit, même si dans la convention collective, on dit que les congés fériés peuvent être banqués, mais comme la loi a préséance sur la convention collective, c'est la loi qui s'applique. Si jamais l'employeur n'est pas en mesure de vous donner un de ces congés-là, soit le jour même, la veille ou le lendemain, il doit vous verser la compensation qui est prévue, donc qui équivaut pour une personne à temps complet à une journée de salaire. Et de plus, vous êtes considéré comme étant en temps supplémentaire la journée de la fête nationale. Donc, pour cette journée-là, vous êtes rémunéré en temps supplémentaire selon ce qui est prévu aux articles de temps supplémentaire à la convention collective auquel je viens parce que c'est un de nos sujets de la journée. Donc, temps supplémentaire. Donc, le temps supplémentaire, c'est du temps qui est fait au-delà de la journée normale de travail ou la semaine normale de travail. La journée normale de travail pour la plupart des titres d'emploi de notre catégorie, c'est 7 heures par jour. Donc, au-delà, surtout que vous faites plus de 7 heures dans la même journée, vous êtes considéré en temps supplémentaire, ou lorsque vous faites plus que 5 jours dans la même semaine. À partir de la 6e journée dans la même semaine, donc les semaines sont du dimanche au samedi, vous tombez en situation de temps supplémentaire. Donc, règle régulière, c'est que le temps supplémentaire est payé à taux et demi, sauf si vous êtes en temps supplémentaire lors d'un congé férié. Dans ce cas, c'est payé à taux double. Et il y a des exceptions là, pour les personnes professionnelles. Donc, les professionnels, c'est tous les titres d'emploi qui sont dans les... Vous savez que votre titre d'emploi a un numéro. Donc, A2, c'est 5315. Bon, on a tous des numéros. Tech en administration, c'est 2101. Vous le voyez sur votre paye, ce numéro-là, si jamais vous avez des doutes. Donc, les professionnels, c'est tous ceux qui sont dans les 1000. Donc, on a les spécialistes en procédés administratifs, les AGP, analystes en informatique. Donc, il y en a plusieurs. Pour eux, c'est l'annexe F de la convention collective qui s'applique et le temps supplémentaire, il est payé seulement à taux et demi après 40 heures de travail dans la même semaine et non après 35. Et il n'est jamais payé à taux double. Donc, c'est vraiment une particularité qu'il y a pour les professionnels. Aussi, on a beaucoup de gens là, dans notre catégorie qui ont des horaires atypiques. On peut penser entre autres au 432. Le 432, en fait, une personne qui est en horaire 432, mais sa semaine régulière de travail devient 4 jours. Donc, à partir de la 5e journée, elle est payée en temps supplémentaire.
et sa journée régulière de travail devient des journées de 8 heures. Et donc, elle devient, après 8 heures, elle devient payée là, en temps supplémentaire à taux et demi ou à taux double selon si c'est lors d'un congé férié ou non. Dans le cas des personnes qui ont des horaires comprimés, souvent qu'on a appelé souvent les 9-10, dans ce cas-là, c'est vraiment le nombre d'heures du titre d'emploi réparti sur 2 semaines qui compte. Dans la plupart de nos titres d'emploi, c'est 70 heures par 2 semaines. Donc, c'est quand la personne dépasse 70 heures sur son 2 semaines qu'elle devient en situation de temps supplémentaire. Donc, ça, c'est des particularités là, pour les personnes qui ont des horaires atypiques. Comment le temps supplémentaire doit être octroyé? Donc, la règle du temps supplémentaire, ce n'est pas la personne la plus ancienne qui obtient le temps supplémentaire, c'est à tour de rôle. Il y a 3 étapes du tour de rôle. Donc, en premier lieu, on l'offre à tour de rôle dans les personnes qui sont dans le port d'attache et le même service. S'il n'y a personne dans le port d'attache et le même service de DISPOT qui le veut, c'est par la suite dans le service, mais les autres ports d'attache. Et si encore il n'y a personne dans ces gens-là qui veulent faire le temps supplémentaire, on passe à l'ensemble des gens qui sont disponibles. Donc, c'est les 3 étapes pour l'octroi du temps supplémentaire. Et aussi, dans l'application du tour de rôle, mettons, il y a 3 personnes. On appelle la première personne, elle dit non. La deuxième personne a dit oui. Mais la fois d'après qu'on a du temps supplémentaire, on repart à la 3e personne. On repart de la dernière personne qui a pris le temps supplémentaire. Donc, on passe à la suivante après si à la fois subséquente qu'il y aura du temps supplémentaire. Donc, la personne numéro 2, elle l'a accepté. La prochaine fois que j'ai du temps supplémentaire, mais vu que c'est du tour de rôle, je passe à la personne numéro 3. Et là, disons qu'il y a 3 personnes, mais là, je retournerai à la personne numéro 1 et ainsi de suite. Et c'est circulaire comme ça. Oui, on dirait que là... Ah, excusez. Bon, ça a marché. Maintenant, bon, la prime de chef d'équipe. Donc, ce qui est important de savoir pour la prime de chef d'équipe, c'est que c'est une prime hebdomadaire et non journalière. Donc, vous devez, même si vous êtes absent, vous êtes là seulement une journée semaine, elle n'est pas payée au prorata des journées travaillées. Là. Donc, c'est vraiment une prime hebdomadaire. Donc, c'est un montant, c'est le montant qui est prévu à la convention collective pour la semaine. Donc, que vous soyez là ou pas, si vous êtes chef d'équipe, vous avez la prime hebdomadaire. Important de savoir aussi, c'est que dans le cas que vous occupez un titre d'emploi qui a 5 échelons et moins, ce qui est le cas comme les magasiniers, entre autres, en plus de la prime qui est prévue, si la personne elle n'est pas au top de ses échelons, en plus d'avoir la prime, elle est mise au top de l'échelon. Donc, supposons que vous êtes à l'échelon 2, vous devenez chef d'équipe, magasinier, et là, je crois qu'il y en a 5, le magasinier, mais je me trompe. Supposons qu'il y en aurait 5, la personne elle serait mise à l'échelon 5 en plus de recevoir la prime de chef d'équipe. Aussi, un truc sur lequel on se rend compte qu'on a beaucoup de problématiques d'application, c'est que la fonction de chef d'équipe est octroyée par ancienneté dans l'équipe qui est visée par la prime. Donc, supposons qu'il y a une équipe à un endroit X, sont 10 dans cette équipe-là, l'employeur veut mettre un chef d'équipe dans cette équipe-là, bien, dans le fond, c'est dans ces 10 personnes-là, c'est la personne la plus ancienne qui veut avoir la fonction de chef d'équipe qui l'obtient. Donc, ce n'est pas au choix du gestionnaire, c'est vraiment par ancienneté dans les personnes qui la veulent. Donc, c'est comme si c'était un affichage de poste, mais à l'intérieur de l'équipe qui est visée. Donc, si jamais ce n'est pas respecté, on vous invite à communiquer avec nous pour qu'on puisse faire les suivis, mais c'est une problématique qu'on a à plusieurs endroits, que c'est le gestionnaire qui a décidé à qui voulait bien la donner. Parce que pour la prime de chef d'équipe, il y a un changement à la dernière convention élective, c'est qu'elle n'est plus
Les personnes qui sont les personnes techniciennes, donc techniciennes, c'est tous les types d'emplois dans les 2000, donc dont le code est dans les 2000, et les professionnels, comme je disais tantôt, ceux dans les 1000, ne sont pas éligibles à la prime de chef d'équipe parce qu'il y a une autre prime là, pour ces personnes. Et la prochaine diapositive. Donc, prime de supervision de responsabilité. Donc, c'est une prime, comme je disais, pour les techniciens professionnels. La personne doit superviser au moins 4 personnes et elle ne peut pas être octroyée à une personne qui a un titre d'emploi dans lequel c'est déjà prévu qu'il y a une fonction de supervision. Dans le libellé là, du titre d'emploi, je donne comme exemple les techniciens spécialisés en informatique. C'est déjà prévu dans la nomenclature qu'ils doivent superviser des techniciens en informatique. Dans ces cas-là, techniquement, ils n'y ont pas le droit. Par contre, l'employeur a fait des demandes de dérogation là, au ministère pour qu'ils puissent tout de même les octroyer à ces titres d'emploi-là. On est en attente là, de suivi par rapport à ça. Le service de garde. Donc, service de garde, là, on parle de quand les personnes ils sont de garde. On pense notamment à l'informatique dans notre catégorie qui en ont beaucoup. Donc, quand l'employeur a besoin d'avoir des gens qui sont de garde, comme à l'informatique, où ça prend quelqu'un qui puisse répondre parce qu'il y a des soins. Des fois, les gens ont besoin seulement qu'un logiciel fonctionne. Donc, quand ça plante, on a besoin qu'il y ait quelqu'un de l'informatique pour répondre. Dans ces cas-là, c'est fait en premier lieu, on fonctionne par volontariat, donc les personnes qui sont volontaires à être de garde. Et si jamais il n'y a pas assez de volontaires pour effectuer les gardes, ben, dans les besoins restants, donc qui n'ont pas été comblés par volontariat, c'est fait là, à tour de rôle au niveau des personnes qui, elles, ne sont pas volontaires. Et évidemment, l'employeur doit fournir soit le cellulaire ou le téléavertisseur ou le moyen qu'il veut bien là, pour que la personne soit joignable lorsqu'elle est de garde. Le rappel au travail. Donc, le rappel au travail, c'est quand on est rappelé au travail sans qu'on ait été avisé et qu'on a quitté l'établissement. Donc, deux situations. Il y a la situation où il y a la personne qui est, on parlait juste avant, de garde. Donc, dans cette situation-là, il y a une exception. Ça pourrait être prévu que la personne pourrait avoir déjà été avisée à l'avance qu'elle doit rentrer au travail. Si c'est dans le but d'effectuer un travail en dehors de ses heures de travail, qui est un travail spécifique et qui n'a pas comme but de remplacer une absence. Je donne l'exemple, juste, mettons à l'informatique, il doit faire un travail sur les serveurs, ça ne peut pas se faire dans le jour pour X raisons, il doit venir le faire le soir, donc la personne elle doit revenir le soir à 20 heures. C'est déjà prévu qu'elle revienne le soir à 20 heures, mais c'est pour faire un travail qui est spécifique et ce n'est pas dans le but de remplacer quelqu'un. Dans ce cas-là, la personne est aussi considérée comme un rappel au travail. Pour les personnes qui sont sur appel et qui se font appeler en temps supplémentaire à la dernière minute et qui n'ont pas été avisés à l'avance, dans ces cas-là aussi, c'est considéré comme un rappel au travail. Donc, vous êtes disponible en temps supplémentaire le samedi et on vous appelle le samedi matin même. Donc, c'est sans avis préalable et vous avez quitté l'établissement. Évidemment, si vous êtes déjà sur place et qu'on vous appelle, ben, vous n'avez pas quitté l'établissement, donc ce n'est pas considéré comme un rappel au travail. Le paiement, comment se fait le paiement? Le premier cas, c'est dans le cas d'une personne qui a à se déplacer lorsqu'elle est rappelée au travail. Donc, dans ce cas-là, automatiquement, la personne reçoit 1 heure d'indemnisation pour le transport à taux simple et un minimum de 2 heures en temps supplémentaire. Donc, supposons que je reviens à l'informatique. L'informatique a besoin, il se fait appeler, a besoin de se déplacer pour effectuer une réparation, peu importe. Automatiquement, elle a 1 heure et même si elle arrive sur place et elle règle le problème en 10 minutes, elle retourne à la maison. Même si ça a pris juste 10 minutes, elle a automatiquement 2 heures de payer en temps supplémentaire.
Bon, dans le cas qu'il n'y a pas de déplacement, donc je reviens à l'informatique, c'est mon exemple, c'est ceux qui en font le plus là, de garde. Donc, dans ce cas-là, qui règle le problème à distance, ce qui est fréquent. Dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas d'indemnité pour le transport, la personne ne se déplace pas. Dans ces cas-là, c'est le paiement minimum d'une heure. Donc, même situation, la personne se fait appeler, elle règle le problème en 5 minutes, elle est payée pour une heure quand même si elle a pris seulement 5 minutes de son temps. Cependant, si la personne elle est appelée, elle règle un problème à l'intérieur en 5 minutes. Si dans la même heure, alors qu'elle est toujours énumérée, elle est rappelée, mais c'est la continuité de cette même heure-là. Donc, c'est pas, elle se fait appeler, elle a une heure de salaire et elle se fait rappeler 15 minutes plus tard, elle a encore une heure parce que c'est dans la même heure, donc c'est seulement une heure. Mais si la personne, elle se fait appeler, ça y prend 5 minutes répondre au problème, résoudre le problème, elle se fait rappeler 1h05 plus tard, et là, dans ce cas-là, ça redevient une heure complète qui va lui être payée. Également, c'est important de savoir aussi quand les personnes sont de garde, c'est important. Alors, sans même avoir été appelé, pour chaque heure que la personne, pour chaque tranche de 8 heures, pardon, que la personne est de garde, sans qu'elle soit appelée. Donc, elle est à la maison, mais elle est de garde. Pour chaque tranche de 8 heures qu'elle est de garde, ça équivaut à 1 heure de salaire à taux simple. Donc, c'est 1 heure que, même si vous n'êtes pas appelé. Ça nous amène au un petit sujet d'actualité syndicale. Donc, on voulait faire part. Donc, il y a eu un changement là, au niveau de l'application des règles entourant les congés d'essai. On avait déposé des griefs là, basés sur la charte la charte des droits et libertés de la personne. En fait, là, ça touchait des gens là, de confession musulmane qui, dans leur tradition, là, tiennent les funérailles là, dans un délai je crois, d'environ 24 heures, mais en tout cas, un délai assez court. Et la convention collective là, prévoit que dans le cas du décès de la mère, mettons, que la personne a le droit à 3 jours, mais entre le décès et les funérailles. Et là, comme dans leur cas, des cas qui nous occupent, il n'y avait pas 3 jours entre le décès et les funérailles. L'employeur refusait de payer 3 jours, il payait juste, mettons, 1 jour. Malgré que c'était vrai que c'est vraiment ça qui est écrit dans la convention collective. Je vous ramène le diapo du début où il y a une hiérarchisation. Nous, notre prétention, c'était, malgré que c'est écrit ça dans la convention collective, c'est contraire, à notre avis, là, à la charte, parce que c'est une discrimination fondée sur l'appartenance religieuse. Donc, on a déposé des griefs, on a soumis ces griefs-là à l'arbitrage et on n'a même pas eu à nommer un arbitre que l'employeur a révisé sa position et que dorénavant, là, ces journées-là là, seront accessibles, là, peu importe qu'il y ait 3 jours ou moins entre la date du décès et des funérailles. On était bien contents. Donc, normalement, ça devrait être appliqué de cette manière-là. Donc, si jamais vous avez des ennuis qu'on ne l'applique pas ainsi, on vous invite à nous appeler ou nous écrire. Aussi, la dotation, c'est toujours un de nos gros enjeux. Problématiques, on a beaucoup de problématiques avec les tests de secteur qui sont trop difficiles ou impossibles à faire pour quelqu'un qui n'est pas dans le service. Aussi, on conteste aussi les nombreuses exigences qu'il y a là, dans les postes. C'est particulièrement vrai pour les postes de professionnels. C'est extrêmement difficile là, pour les personnes qui sont, entre autres, techniciennes d'administration, de devenir spécialistes en procédés administratifs, puisqu'on met une panoplie d'exigences et on exige une expérience souvent de 1 à 2 ans comme SPA pour un poste d'SPA. Donc, comment devenir SPA si pour chaque poste de SPA, je dois déjà avoir une expérience. Là. Donc, c'est un peu comme c'est la poule ou l'œuf. Donc, aussi, là, sur ces questions-là des exigences, là, on s'en va en arbitrage, arbitrage qui va débuter le 22 juin, mais qui aura probablement plusieurs
date, mais on vous invite là, à communiquer avec nous si vous jugez qu'un test n'a pas d'allure. On vous invite tous à prendre en note toutes les questions là, le plus possible pour nous écrire pour que nous, on puisse faire l'évaluation et les interventions nécessaires. Négociation, donc négociation, oui, on vient juste de la convention est à peine signée, qu'on est déjà dans le processus de négo. C'est une convention courte de 3 ans, donc qui prend déjà fin le 31 mars 2023. Là, donc, dans moins d'1 an, déjà, la convention va être terminée. Donc, on est déjà dans le processus. Là, le syndicat a mis sur pied un comité qui a travaillé sur des enjeux sur la convention collective nationale. On a travaillé sur des revendications qui ont été adoptées là, au conseil syndical qui regroupe le conseil syndical, c'est ce qui regroupe l'ensemble des élus au syndicat local. Et notre mandat, ce sera d'aller défendre là, ces revendications-là à l'échelle nationale, ce qui va se faire en fait la semaine prochaine. Là, nous serons à Rivière-du-Loup la semaine prochaine pendant 3 jours là, pour adopter le cahier de demande en vue de la prochaine négo. Et assurément, là, vous serez sollicité à l'automne, entre autres pour adopter le cahier de demande, mais soyez à l'affût. La négo s'en vient, donc soyez pas surpris. Là, à l'automne, ça va débuter et vous serez sollicité sur les enjeux de la négo. Également, on a mis en branle là, le comité de la catégorie 3 là, du Conseil provincial des affaires sociales, qui est le regroupement là, des syndicats du réseau de la santé là, du SFP, parce que le SFP syndique du monde dans d'autres secteurs. Donc, c'est comme le regroupement de notre secteur au SCFP, ont mis en place là, la campagne Sortir de l'ombre. Une campagne spécifique, la catégorie 3, là, le thème est assez simple. Hein. On est souvent, la personne administrative, on est vu comme du sous-personnel ou on ne nous voit pas. Et d'ailleurs, on est souvent oublié dans panoplie de choses. On l'a vu dans les différentes primes COVID qu'on a été oubliés. Donc, c'est un peu la thématique qui de la campagne. Il y aura du visuel là, qui va être fourni. Il y a déjà une signature là, que vous avez peut-être déjà vue, que les gens peuvent mettre dans leur courriel. Je pense que Christine va intervenir. Oui, exactement. On peut voir notre président, Samuel. Bonjour, Samuel. Justement, là, justement, ça fait partie de la signature. Là. Donc, si dans les prochaines semaines, on va essayer justement de faire mousser, que vous puissiez mettre votre signature. Il y a un petit vidéo, donc surveillez le tout. Là. Dans les prochaines semaines, on va tenter de mousser cette campagne là, pour justement nous sortir de l'ombre. C'est d'ailleurs un truc qui peut être fait, c'est quand vous êtes dans des rencontres Teams, c'est possible de mettre un fond, le fond de la campagne, ça va être possible, on pourra vous envoyer aussi par courriel, c'est possible de l'avoir en signature des courriels aussi dans le bas. Et éventuellement, là, il y aura d'autres trucs qui vont se mettre en place là, en lien avec cette campagne-là. Finalement, donc, dernier point, les élections. Donc, il y a eu des élections là, pour des élections syndicales dans les derniers mois et plus récemment au mois de mai-juin. Donc, il y a eu des nouvelles personnes élues donc, dans le secteur sud-ouest. Donc, c'est tout l'ancien secteur sud-ouest Verdun, mais ça exclut l'hôpital de Verdun. Donc, c'est Mike Gopolin, je ne suis pas tant sûr de la prononciation de son nom. J'espère que je ne l'ai pas massacré, qui a été nommé. C'est toutes des élections par acclamation. Là. Dans aucun poste, il y a eu plus qu'une personne. À l'hôpital de Verdun, c'est Jocelyne Gagnon qui a été élue, qui était déjà en place par intérim. Pour le secteur nord-ouest, malheureusement, on n'a reçu aucune candidature. Maintenant, pour les personnes directrices adjointes, donc pour le secteur centre-sud, il y a eu Mme Pascale Lafleur et M. François-Sylvain Grandbois. Donc, pour centre-sud, vu que c'est un gros territoire, il y avait 2 postes. Pour le secteur Est, c'est Mme Hélène Parent. Pour le secteur centre-ouest, on n'a reçu aucun bulletin de candidature. Même chose pour l'hôpital Notre-Dame et l'hôpital de Verdun, ce qui fait en sorte qu'on a plusieurs territoires qui sont vacants. Donc, on est toujours à la recherche de gens qui veulent s'impliquer au syndicat. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous appeler, on peut vous expliquer un peu comment ça se passe. C'est même possible de venir faire des journées d'observation.
si vous ne savez pas trop de quoi ça a l'air, mais vous venez faire une journée d'observation, vous êtes jumelé à quelqu'un, puis vous voyez un peu qu'est-ce que ça a l'air une journée au syndicat, voir si ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse. Donc, si c'est le cas, vous nous écrivez ou nous appelez pour le mentionner, là, que vous avez peut-être l'intérêt et on va pouvoir regarder avec vous là, ce qui est possible. Donc, ça fait le tour des sujets de la journée. J'espère que je suis rentré dans le temps. J'ai été un petit peu plus long que lors de la pratique. Oui, Christine? En fait, il fallait rajouter aussi ce que tu voulais tantôt là, ce matin. Je ne l'ai pas mis dedans, là, mais on voulait parler juste de. Oui, excusez, oui, c'est ça. J'y ai pensé ce matin. Effectivement, on est avisé par le service de la paye. Bon, les personnes qui ont fait des corps complets en temps supplémentaire là, avant le 14 mai, là, le corps en temps supplémentaire complet était payé à taux double et était ajouté à ça une demi-journée de vacances dans vos banques. Donc, pour ceux que c'est le cas, l'employeur nous a avisé que le 16 juin, donc à la prochaine paye, ces demi-journées de vacances-là que vous aviez vont être injectées là, dans vos banques à la paye du 16 juin. Donc, on l'a appris la semaine dernière. Donc, vous devriez les voir apparaître là, le 16 juin dans vos banques, là, ces journées-là. Et ce qui nous amène à la période de questions. Donc, évidemment, la période de questions sur les sujets qui ont été discutés aujourd'hui. Je sais que ça se peut que là, vous ayez des questions sur d'autres enjeux. Évidemment, si vous voulez qu'on fasse des présentations sur d'autres sujets, faites-nous part là, des sujets que vous aimeriez qu'on discute. Et si jamais d'autres questions sur d'autres enjeux, bien, à la fin, on pourra prendre votre nom, votre nom et votre matricule en note et on pourra vous référer là, à la personne représentante de votre secteur pour qu'elle puisse vous répondre. Donc, débuterai la période de questions là, sur les différents thèmes. Oui, Christine. Oui, donc j'ai Véronique tantôt là, qui a posé une question que je trouve vraiment excellente. Pour le temps supplémentaire, est-ce que notre chef peut le refuser et nous demander de le mettre ce temps en banque en TS? Non. Effectivement, c'est quelque chose qu'on aurait pu ajouter, mais effectivement, le temps supplémentaire, il est soit banqué ou payé au taux applicable, mais c'est au choix de la personne salariée. Donc, si vous faites du temps supplémentaire, on ne peut pas vous forcer à le banquer. Et s'il est banqué, dans le cas où vous voudriez le banquer, il est banqué au taux applicable. Donc, vous avez fait une journée en temps supplémentaire, mais ça fait une journée et demie de banqué. Donc, parfait, merci. Je vois Jacques Junior et je ne vois pas la fin, ça commence par un B. Oui, c'est Bouquet. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, ma question, c'est pour la dotation. Oui. Là, moi, je suis à l'hôpital Verdun dans les archives, mais j'ai un bac en urbanisme. Alors, il y a plusieurs fois que j'ai vu que à l'affichage, qu'il y a un poste de technicien en bâtiment, conseiller en bâtiment. J'ai postulé pendant 2 ou 3 fois. On a rejeté ma candidature. Et puis là, j'ai essayé la première fois, OK, j'ai laissé ça passer. Ben, j'ai dit, OK, probablement quelqu'un d'autre l'a eu, mais le poste était toujours vacant. Et puis, deuxième fois, j'ai postulé encore. C'était la même chose. Et puis, quand j'ai essayé de contacter les gestionnaires, j'ai contacté 2 gestionnaires différents qui s'occupaient de ça. Et puis, je leur ai expliqué tout ça. Ils m'ont dit, bon, voilà, qu'est-ce qui arrive, c'est le RH qui rejette automatiquement parce que c'est un petit peu comme par checklist qu'on voit. Peut-être on a demandé, le diplôme qu'on a demandé, c'est en génie et en architecture. Tandis que dans ma formation, c'est un petit peu multidisciplinaire. J'ai assez de bagages pour occuper ce genre de poste-là. Quand j'ai contacté un gestionnaire, j'ai expliqué, j'ai fait une lettre de motivation, tout ça. Et puis, il m'a dit, ben, exactement, c'est ces gens de personnes-là qu'on a besoin. Mais lui, il ne voulait pas avancer avec le dossier, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre.
Alors, c'était ça mon problème. Moi, je vous inviterais là, peut-être soit à nous donner, peut-être dans le chat, nous donner votre nom, votre matricule, qu'on puisse. Parce que c'est un cas vraiment précis, puis je ne serais même pas là, je n'ai pas la nomenclature devant les yeux, je ne sais pas c'est quoi les exigences pour ce type d'emploi-là. Est-ce qu'un bac en urbanisme est bon, etc. Là, je ne peux pas répondre à brûle pour point, je ne peux pas répondre à ça. Là. Non, je comprends, c'est juste, j'ai relaté. OK, allez-y. Oui, M. Bouquet, ce que je vais faire, là, j'ai pris votre nom en note. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à quelqu'un qui vous appelle comme ça, on va pouvoir vous aider. Est-ce que vous pouvez juste me dire votre constituante? Vous êtes où? Je pense Verdun, hein, vous m'avez dit? Oui, je suis à Verdun, l'hôpital Verdun, oui. Parfait. Donc, il y a quelqu'un qui vous rappelle, là, disons, dans les prochaines 24 heures. D'accord. Pour justement, on va pouvoir aller creuser un peu c'est quoi le problème là, que vous avez rencontré. D'accord. Merci beaucoup. D'accord? Bien, ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci. Bonne journée. J'aurais Madame Guylaine Dédé. Oui. Oui, bonjour. En fait, bonjour. J'ai une question. C'est presque pareil comme Jacques. Ça fait déjà 3 ans que je suis dans le CIUS, mais une année après, j'ai obtenu mon bac en administration, ce qui permet en fait d'accéder au poste d'APPR. Depuis là, je sais pas, j'ai postulé même à l'externe. Je sais pas trop ce qui se passe, mais les mêmes postes reviennent justement comme son cas. Je me demande, est-ce qu'il n'y a personne pour prendre carrément dans tout le CIUS ou bien je ne sais pas ce qui bloque en fait. Ouais. Pourtant, je réponds aux critères. Même chose. Est-ce que je peux avoir votre matricule? Je vais communiquer avec vous là, pour qu'on puisse regarder votre cas spécifique parce que là, on tombe vraiment dans des cas spécifiques puis on a besoin de faire une enquête pour justement rajouter. Parce que j'ai même demandé, parce que vu que j'ai quand même déjà l'expérience aussi, j'ai touché à ce poste-là quelques mois, mais pas dans un autre CIUS, mais moi, je voulais pas perdre mes connaissances à ce niveau-là. Je voulais acquérir plus de connaissances en fait, avec le remplacement. Mais là, je ne sais même pas à qui m'adresser pour le remplacement. C'est un peu compliqué. Je ne sais plus quoi faire. C'est ça. Nous, il y a une particularité, là, par contre, là, précise à ce cas-là, c'est qu'en PPR, ce n'est pas un titre d'emploi de notre catégorie, donc ce n'est pas, notre syndicat qui représente les personnes APPR, c'est l'APTS. Non, les APPR, c'est un titre d'emploi de la catégorie 4.